Bonsoir à tous, bienvenue à cette table ronde en ligne de Futurible, consacrée ce soir aux espaces publics démocratiques en ligne et au cadre qu'il convient d'instaurer pour le protéger, pour le faire vivre. Initié par Reporters sans frontières et signé par 45 pays, le partenariat international sur l'information et la démocratie vise à établir les principes d'une régulation de l'espace global de la communication et de l'information. Le projet est inspiré par la façon dont la communauté internationale s'est emparée des questions climatiques, en s'appuyant sur les rapports et les évaluations publiées par le GIEC. C'est sur ce modèle que le partenariat a décidé la création de l'Observatoire international de l'information et de la démocratie, dont la création a été annoncée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier. Cet observatoire a pour mission de constituer une interface science-société, à construire un pont entre scientifiques et décideurs afin d'étudier et de maîtriser les effets de la plateformisation numérique sur les fonctionnements démocratiques. Nous recevons ce soir Florian Forestier et Chloé Fiaudière, qui ont été les rapporteurs de ce projet et qui vont nous éclairer sur les principales questions rencontrées à l'occasion de ce travail. Le périmètre des missions de l'Observatoire, la gouvernance dont il doit se doter, la méthodologie qu'il doit adopter pour faire droit à la pluralité des sources, mais aussi à la pluralité des langages théoriques. Enfin, le défi de l'Observatoire, c'est de repenser la question de la démocratie à l'aune des défis posés par la numérisation. Florian et Chloé, bonsoir. Le rapport que vous avez diffusé pour la création de cet observatoire commence par une sorte de préface rédigée par Shoshana Zuboff, dont on connaît le livre qui a fait date sur le capitalisme de surveillance. Et le diagnostic posé par Shoshana Zuboff est assez radical. Elle écrit que les démocraties ont échoué à construire une vision cohérente du siècle numérique. Ce vide, ajoute-t-elle, a été occupé par le capitalisme de surveillance. Des sociétés entières sont abandonnées à de nouvelles formes de violence numérique imposées à la fois par des États et des acteurs du marché. C'est, dit-elle, une métacrise de toutes les républiques. Est-ce que la création d'un observatoire est de nature à répondre à l'ampleur de cette crise ? Est-ce que le risque principal que vous causez, puisque vous vous référez à l'expérience du GIEC, c'est de ne pas mettre, comme le GIEC, 30 ans à faire prendre conscience des enjeux de ce que vous étudiez? Florian, je vous donne la parole en premier. Merci beaucoup. Merci pour ces vastes questions qui rentrent immédiatement dans le vif du sujet que nous avons eu à affronter. Peut-être d'abord en deux mots pour me présenter, pour dire un peu qui je suis et à partir de quoi, d'où je parle. Florian Forestier, j'ai une triple casquette à la fois universitaire, comme docteur en philo, à la fois une expertise dans la régulation numérique pour avoir participé pendant plusieurs années au think tank le plus important, dont je suis toujours directeur des études, et dans le cadre duquel j'ai coordonné un certain nombre de travaux, dont l'an dernier un grand colloque qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, qui avait pour intitulé général « Pour un web de lumière », et dans le cadre duquel nous avons eu l'occasion de traiter, mais entre autres, des questions liées aux réseaux sociaux et à la démocratie. Et ma troisième expertise, plutôt position, et celle de cadre dans la fonction publique. Donc, c'est d'ailleurs à la suite des travaux que nous avons menés dans le cadre le plus important que j'ai été contacté par Christophe Deloire, directeur de Reporters sans frontières, qui m'a proposé cette mission de rapporteur. Sachant que cette mission était vraiment une mission méthodologique. Le projet d'observatoire faisait partie d'une feuille de route qui a déjà plusieurs années, qui était de construire petit à petit les structures d'un dispositif qui est inspiré des structures de la régulation climatique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'à la suite de la signature d'un partenariat récapitulons un certain nombre d'engagements en matière de numérique, qu'il y ait chaque année l'équivalent de ce qu'on appelle des conférences des parties dans le domaine de la régulation numérique, et que les discussions qui aient lieu à chaque fois puissent être appuyées sur un résultat qui soit l'équivalent des rapports du GIEC.
sachant que le GIEC est une interface, j'aurai l'occasion d'y revenir, d'un genre assez particulier qu'on appelle une interface science-société, qui a pour mission de faire vraiment le lien entre ce qu'on sait, ce que la science permet d'une part de savoir clairement et d'autre part du niveau des controverses et des incertitudes qui ont lieu en science. Toute la difficulté, mais c'est précisément ce que vous avez dit, toutes les difficultés, d'une part, sont d'adapter l'urgence de la situation, le caractère très très évolutif, très très rapidement évolutif du monde des réseaux sociaux et du monde du numérique en général, avec ce type de gouvernance ancrée dans des organisations internationales et dans des instances internationales qui ont leur pesanteur, qui ont leur lourdeur, et d'autre part, de créer un dispositif équivalent, sachant que les paramètres ne sont pas du tout les mêmes, que les définitions des termes ne sont pas du tout les mêmes, que les infrastructures existantes, que les réseaux existants ne sont pas du tout les mêmes. Alors, peut-être pour essayer, avant de donner la parole à ma collègue Chloé, pour les questions plus concrètes, vraiment des propositions de gouvernance que nous avons faites, peut-être d'essayer de démarrer par isoler quelques grandes questions que nous avons eu à rencontrer. La première, peut-être même avant d'ailleurs celle de l'urgence et celle de la difficulté à faire coller ensemble la radicalité d'un propos avec le cadre d'une régulation internationale, était la définition même du problème et des thèmes. Vous vous êtes rendu compte d'ailleurs pendant la présentation générale qui a été faite, comme dans le message que nous avions envoyé pour présenter notre propos, que les termes utilisés sont très génériques. On parle d'espace digital ou d'espace numérique, on parle de démocratie, et entre guillemets, ce n'est pas nous, rapporteurs, qui avons choisi ces termes-là, c'est le matériau avec lequel nous avons eu affaire. Et pourquoi nous avons eu affaire avec un matériau aussi abstrait? C'est justement parce que ce matériau, pour être accepté dans le cadre d'un partenariat international, pour pouvoir entrer déjà dans le goulot d'étranglement de ce dispositif international, a dû être libellé comme ça. Et donc, il a fallu que nous, à partir d'une problématique volontairement formulée de manière très générique, nous tirions quelque chose qui puisse être appliqué, et qui puisse être appliqué en prenant en même temps vraiment la mesure du problème. La première difficulté était d'ailleurs de déterminer quel était, entre guillemets, le problème. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un ensemble de phénomènes qui sont très actuels, qui ont suscité l'intérêt à tous les niveaux, et l'intérêt des gouvernants et l'intérêt des États sur la question de la régulation des réseaux numériques. On sait que la diffusion des fausses informations, on sait que les phénomènes de polarisation, on sait que la question plus large, d'autant plus actuelle, de la cyberguerre, sont à l'horizon depuis plusieurs années, et que c'est parce que ces phénomènes sont là, sont devenus manifestes, ont eu une prégnance, ont eu des effets qui ont été très très visibles, en particulier pendant la crise sanitaire, que entre guillemets, les grands de ce monde se sont penchés là-dessus. Mais pour autant, est-ce que ce sont ces phénomènes-là, ou un de ces phénomènes-là, qui constituent le cœur du sujet, ou est-ce que ces phénomènes sont des effets de quelque chose d'autre? Ça, déjà, c'était une question que nous avions à trancher, à laquelle, à la fois, il était très, très difficile de donner une réponse précise, mais qu'on ne pouvait pas éviter. Parce que, très clairement, bâtir une interface science-société, je reviendrai encore sur ce thème plus tard, ça ne peut pas simplement être consacré à la question des fausses nouvelles, à la question d'une polarisation qui est elle-même à discuter. Donc il y avait une question de périmètre à déterminer. Et dès qu'on entre plus avant dans la réflexion sur ce périmètre, on se rend compte que, évidemment, les réseaux sociaux sont au cœur des problèmes, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il s'agit bien, les réseaux sociaux sont entre guillemets le paradigme de l'effet général de réseaux numériques qui se glissent dans l'ensemble des activités. Mais en même temps, évidemment, on ne peut pas mettre tout le numérique non plus, parce que sinon on parle de tout et donc on ne parle plus de rien. De la même manière, pour définir le spectre d'intervention du GIEC, on ne met pas l'ensemble du climat, on part de quelque chose de bien délimité, mais précisément, pour le GIEC, il y avait un indicateur existant qui était la température, il y avait un réseau existant depuis très très longtemps qui était celui de la météo mondiale, qui était structuré depuis très très longtemps scientifiquement et qui avait toute une infrastructure déjà même technologique partagée. Il suffisait, entre guillemets, de rajouter une surcouche politique. La seule chose que les premières phases des travaux du GIEC ont dû trancher, c'était de déterminer si l'indicateur température mondiale était pertinent, s'il y avait un sens à déterminer un indicateur unique qui donnerait vraiment,
qui serait pertinent pour parler de l'ensemble des phénomènes liés à la transformation climatique. Mais pour le reste, il y avait une infrastructure déjà très forte. Dans notre cas, on parle de quelque chose de beaucoup plus flottant. Alors, on est obligé de faire quelques hypothèses. Et c'est à partir de là que la perspective de Shoshana Zuboff, qui était la coprésidente de notre comité de pilotage, était importante. Parce que ce que Shoshana Zuboff nous a invités à vraiment à considérer en avant tout, c'est le rôle que les réseaux numériques définis au sens large, mais dont les réseaux sociaux sont l'exemple le plus flagrant, prennent comme infrastructure entre guillemets, comme infrastructure commune, comme infrastructure au-delà même de ce qu'on appelle l'espace public, de ce qu'on appelle philosophiquement et en sciences politiques l'espace public, de l'espace commun. Le fait qu'il n'y ait plus d'interaction qui ne se fasse indépendamment de ces réseaux, qu'il n'y ait plus d'interaction, qu'elle soit directement humaine, mais qu'elle soit aussi commerciale, qui se fasse indépendamment de ces réseaux-là. Donc que ces réseaux ont un rôle qui est un rôle commun, mais tout en relevant intégralement de logiques privées. Et donc, il y a tout un travail à faire de reprise en main politique internationale pour faire en sorte que ces réseaux, puisqu'ils ont ces effets collectifs très forts, soient régulés en fonction. Et on voit par ailleurs pourquoi, même si ça n'a pas été explicitement dit, pourquoi le partenaire privilégié d'emblée de ce travail de régulation, l'instance sur laquelle nous nous sommes le plus appuyés, n'était pas l'ONU, mais l'OCDE. Pourquoi l'OCDE ? Parce qu'on se rend bien compte que la manière la plus concrète de répondre à ces enjeux d'effets collectifs systémiques de quelque chose de privé, c'est de partir de la régulation économique. Et que finalement, ça a été évoqué plusieurs fois, même si ça n'était pas directement assumé dans les grandes lignes, mais ça a été évoqué plusieurs fois. L'exemple le plus proche dont nous pouvions nous inspirer était peut-être moins celui du GIEC, de la régulation climatique, que celui de la régulation bancaire. Parce que la régulation bancaire s'est établie sur une très longue période. On voit que ces grands jalons commencent après la crise de 29, que les grands jalons en particulier de tout ce qui va être la régulation des règles de transparence s'installent après 1929, puis qu'il y a plusieurs couches et que ça se complexifie à nouveau après la crise de 2018, et que c'est une régulation qui est extrêmement normative, qui est en particulier, qui est à la fois très normative, qui est à la fois très progressive, qui est vraiment basée sur une interaction entre les différentes instances et une amélioration progressive. Et c'est les normes d'échange et de transparence qui sont un peu la base de cette régulation. Et donc, une première manière d'attraper le sujet, c'était celle-là, c'était d'assumer vraiment que c'est le prisme économique et le prisme des effets systémiques qui dépasse le champ de l'économie, mais dont l'économie est le principal angle d'approche qu'il fallait privilégier d'abord, et d'instaurer une régulation qui soit une régulation progressive par la mise en place de normes qui instaureraient elles-mêmes les conditions d'une transparence qui ne serait pas décrétée d'emblée, mais qui s'installerait petit à petit. Ça a été un premier effet, disons. Si on peut penser une unité dans ce phénomène, c'est l'unité des effets systémiques liés au rôle de ces acteurs qui sont économiques, mais en même temps dont la puissance économique va très au-delà de leur seul rôle économique. Ensuite, on avait un deuxième champ de questions qui était plus, on va dire, plus spéculatif, mais qui se reportait immédiatement aussi dans les problèmes de gouvernance et de méthode dont va parler Chloé, qui touchait à l'interprétation, on va dire, du sujet. Parce que là, on a pris un effet économique en disant oui, ça c'est le prisme principal, mais il n'y a pas que celui-là. Mais on se rend bien compte que, entre guillemets, le côté un peu flou, conceptuel des termes, que ce soit numérique, que ce soit démocratie, n'est pas quelque chose qu'il faut éliminer. C'est quelque chose qui est inhérent au sujet. Que l'instance qu'on doit créer doit être capable d'interpréter elle-même ces textes, ces termes, d'interpréter elle-même ces problèmes de manière évolutive, en fonction des phénomènes qui émergent. Un cas très, très, très intéressant était celui de tout ce qui touche à la notation sociale. On disait, pour le moment, tout ce qui est la notation sociale, mais pas seulement à la manière chinoise,
des différentes façons dont les phénomènes de type notation sociale pourraient se défendre, ça ne fait pas immédiatement partie des thèmes prioritaires de l'Observatoire. D'ailleurs, ça ne relève pas des réseaux sociaux qui en constituent le cœur, mais on voit bien que ce n'est pas non plus sans lien avec la problématique générale des rapports digital-démocratie, et ça pourrait plus tard devenir un problème central. C'est ce que disait d'ailleurs Jean-Marie Guénaud, qui était donc membre de notre comité de pilotage, qui était l'ancien sous-secrétaire général de l'ONU, disait à terme, peut-être que les questions qui touchent non pas à la polarisation, mais au contraire au nivellement, à ce qu'on appelle la gouvernance algorithmique, c'est-à-dire vraiment à la disparition même du cadre de dissensus et de controverse qui assure la base de la politique ou de la base politique et commune de la démocratie telle qu'on l'entend, en tout cas en Europe. Peut-être que c'était le risque de disparition de ça lié à des effets de nudge beaucoup plus fins qui seraient, dans 10 ans, le problème principal. Donc il fallait donner le moyen aux instances de l'Observatoire de redéfinir son thème pour se saisir de ce type de questions-là. Donc il y avait vraiment la nécessité d'avoir une interface dans la gouvernance de l'Observatoire, une interface, un comité scientifique qui ait la capacité de faire changer, de proposer des changements de prisme, de lancer des nouvelles études, de se saisir de nouveaux termes. Et dans ce cadre-là, nous sommes intéressés à ce qui se passe cette fois en matière de biodiversité, de ce que fait l'IPBES, donc qui est cette fois l'équivalent du GIEC, mais en matière de biodiversité. Car la biodiversité est un terme qui est justement beaucoup moins, entre guillemets, conceptuellement stable que la température. Et donc le GIEC, pour définir son programme de travail, pour définir ses focus, a beaucoup plus de besoin de pouvoir à chaque fois se dire mais finalement, en termes de biodiversité, tel et tel problème se pose à tel endroit plutôt qu'à tel autre, donc il a une capacité beaucoup plus grande il doit disposer d'une capacité beaucoup plus grande d'ajustement. Et ça se traduit d'ailleurs de manière un peu fine dans les différents types de gouvernance, Chloé va pouvoir en parler, entre le GIEC et l'IPBES. Il faut savoir que le GIEC comme l'IPBES, alors pas du tout par contre les organes de gouvernance bancaire, mais le GIEC comme l'IPBES relève, j'en ai dit quelques mots, d'instances assez spécifiques que les sociologues appellent des interfaces sciences-société. Ces instances sont maintenant assez bien étudiées par les sociologues des sciences. Il y a un certain nombre de conditions de réussite de la mise en place de ces instances qui sont assez bien étudiées. Une instance science-société, une interface science-société ne fonctionne bien que si elle permet un cadre d'échange vraiment très interactif. Il ne s'agit pas simplement de faire remonter des résultats scientifiques de manière ascendante aux décideurs. Il faut qu'il y ait un processus collectif qui permette de préciser quel type de questions précises les scientifiques, les décideurs à tel moment doivent poser aux scientifiques et comment les scientifiques peuvent agencer et structurer leurs réponses de façon à ce qu'elles soient cohérentes avec la problématique posée par les décideurs. Donc il faut vraiment qu'il y ait un processus de travail, une méthodologie qui assure à la fois une interpénétration très forte et en même temps une distinction ferme sur la neutralité des résultats. Ça, c'est vraiment une problématique, c'est vraiment la problématique générale de toutes les interfaces sciences-société. Et si ces conditions-là ne sont pas remplies, les interfaces sciences-société, entre guillemets, échouent. Et ça se traduit par des grands schémas de gouvernance, donc Chloé dira un mot, qui ont un certain nombre de points communs, vraiment, presque tous. Et après, les différences entre les thèmes, entre les situations politiques, entre les objectifs, se traduisent par des nuances dans ces schémas de gouvernance. Je donne encore un exemple. Le GIEC s'est construit de manière plutôt, en insistant plutôt, mais du fait aussi de la puissance des réseaux du monde météo, donc de la physique. Le GIEC s'est construit avec un très fort impératif de neutralité, alors que l'IPBES a assumé, lui, beaucoup plus dès le départ son caractère interventionniste, en disant « oui, d'accord, on se base sur la science, mais on est aussi, d'une certaine manière, militant ». Donc le GIEC, l'IPBES a accepté beaucoup plus dans la définition déjà de ses missions, et ça s'est traduit ensuite sur son mode de travail, une vocation interventionniste, qui fait que ces résultats sont peut-être moins consensuels que ceux du GIEC, mais qu'en même temps, il se permet parfois des préconisations plus fortes. Donc c'est un peu à partir de ces exemples-là aussi qu'on a pu étudier vraiment les spécificités de notre propre situation. Et la question, ce qui a été noté dès le départ, c'est que nous avons affaire à un domaine extrêmement évolutif
auquel il faut réagir assez vite et dans lequel le caractère, justement, la lourdeur un peu des infrastructures internationales et des critères du consensus pourrait nous ralentir. Et d'ailleurs, une décision assez forte a été prise dès le départ, c'est que dans la structure de gouvernance de l'Observatoire, sans doute, les grandes plateformes, qui sont pourtant des grandes parties prenantes, ne seraient pas associées. C'est-à-dire, on a assumé dès le départ que l'Observatoire tel qu'on devait le construire ne pouvait pas être intégralement multipartite. Il devait assumer cet engagement politique et assumer qu'il y avait déjà une certaine façon, un certain nombre de choses qui ne se négociaient pas du côté des critères de démocratie et du côté du rôle du public et du privé, et que pour les besoins même d'affirmer tout ça, on ne pouvait pas immédiatement associer à l'ingénierie initiale du projet les grandes plateformes. Que le projet devait d'abord se lancer, se structurer, rentrer dans une phase de maturation, et que peut-être plus tard, quand il aurait déjà fait ses premières recommandations, les plateformes pourraient y être associées. Donc on ne pouvait pas partir de la recherche d'un consensus général et avec tous les États et avec toutes les parties prenantes. Et de la même manière, comme il s'agit de démocratie, on ne peut pas partir de la recherche d'un consensus avec tous les États membres de l'ONU. Parce que presque par la force des choses, évidemment tous les États membres de l'ONU sont loin d'être des démocraties, on risquait d'arriver à des critères tellement minimaux et tellement inopérants qu'on n'arriverait pas à grand-chose, on risquerait d'arriver à des obstructions, donc on n'arriverait pas à grand-chose. Donc le principe était plutôt de faire partir avec un ensemble de pays qui partageaient un certain nombre de choses en commun, d'où d'ailleurs l'idée de s'appuyer plutôt sur l'OCDE, qui a moins de membres, et puis d'essayer d'avoir un effet d'entraînement à partir de ça. Et d'ailleurs, exemple très intéressant, les États-Unis n'ont pas au départ signé le partenariat, mais c'est parce que 45 pays ont fini par y entrer, dont une grande partie en Europe, mais pas seulement, et donc des pays très lourds comme l'Inde. C'est à partir de cet effet d'entraînement que les États-Unis, finalement, ont accepté de signer ce partenariat. Donc voilà un peu les grands traits généraux de la problématique qu'on a affrontée, et puis la manière dont on a essayé de la décliner. Non, pour des choses plus concrètes, je vais céder la parole à Chloé. Merci Florian. Pour me présenter en 2 mots, donc j'ai eu la chance de collaborer avec Florian sur la préparation de l'Observatoire et Reporters sans frontières. Je travaille toujours pour Reporters sans frontières sur l'initiative pour la confiance dans le journalisme, qui est en fait un mécanisme récompensant les médias éthiques. Et par le passé, j'ai travaillé pour Google Atelier Numérique, donc en charge des partenariats avec les universités françaises. Je vous propose de vous présenter maintenant les différents scénarios et hypothèses qui ont été étudiés pour la création de l'Observatoire. Donc évidemment, on n'est pas arrivé avec une idée préconçue. Toutes ces hypothèses sont issues de nos différents entretiens et des différentes structures qu'on a pu étudier, donc le GIEC et l'IBES dont parlait Florian. La structure de gouvernance qui a été retenue se base sur 4 entités. Le Forum sur l'information et la démocratie, logiquement, est en charge des décisions stratégiques, puisque l'Observatoire est en fait une entité lancée par le Forum sur l'information et la démocratie. Le Forum. Oui. Donc le Forum, c'est initié par Reporters sans frontières également, organisation de la société civile, proposant des recommandations aux États sur l'information et la démocratie. Donc le forum produit des livrables, des rapports avec des recommandations aux États, et pour baser ces recommandations, l'Observatoire sera un élément clé de production des rapports. Donc il paraissait logique d'établir le forum comme entité de décision stratégique. L'autre besoin était évidemment d'intégrer toutes les parties prenantes, donc notamment les acteurs de la recherche, les acteurs privés, on l'a rapidement évoqué avec Florian, les États, sans pour autant avoir une influence ou un poids trop lourd dans la production des rapports. Donc là, c'est le rôle du groupe consultatif, divisé en 5 sous-groupes. Organes de régulation, acteurs de la recherche, acteurs privés et représentants des États. Donc l'idée du groupe consultatif est de proposer des thèmes pour les rapports et des thèmes qui correspondent aux besoins des régulateurs et des États, pour ne pas produire des rapports qui soient peu utilisables par les États.
un comité de pilotage. Donc, on a eu l'occasion de collaborer avec un comité de pilotage dans la phase de préfiguration. Et il s'agissait d'élargir ce comité de pilotage pour pouvoir assurer le suivi de la production des rapports, sachant que les rapports sont normalement publiés tous les 2 ans et annoncés au moment des sommets sur l'information et la démocratie qui ont lieu en marge de l'Assemblée de l'ONU. Et enfin, 4 à 5 groupes de travail qui, eux, seraient chargés de rédiger les différents chapitres des rapports dont les thèmes seraient suggérés par le groupe consultatif des parties prenantes. Parmi ces groupes de travail, il y aurait des contributeurs donc, pour fournir des articles, des références, des rédacteurs, des coordinateurs et enfin tout un process de rédacteur-relecteur pour permettre une cohérence de chaque chapitre. On a prévu donc, des contributions de 20 à 50 experts par groupe de travail en fonction de la thématique choisie. Donc ça, c'est le scénario qui a été sélectionné. On a évidemment eu d'autres possibilités. On a choisi ce scénario et cette hypothèse dans le sens où elle reprenait la voix de toutes les parties prenantes grâce au groupe consultatif. Elle offrait une résonance politique et en même temps permettait d'éviter les conflits potentiels en situant justement les États dans ce groupe consultatif et non pas à une position dans le comité de pilotage, par exemple. En même temps, elle positionnait toujours le forum sur l'information et la démocratie comme organe stratégique. Et enfin, on a pensé cette structure pourrait s'adapter aux besoins de rapidité de la production des rapports. Donc 2 ans, ça peut paraître un peu long éventuellement, mais on voit par rapport à d'autres cycles de travail, notamment celui du GIEC, qui a besoin d'avancer assez vite. Et donc, on pense que cette structure le permet. On a évidemment étudié d'autres hypothèses. On a pensé à un comité de pilotage élargi en tant qu'organe de décision stratégique, mais ce comité de pilotage élargi aurait manqué de résonance politique, puisque les États n'auraient pas forcément été intégrés dedans. On a aussi évoqué le fait que le groupe de travail pourrait être en charge du comité de décision stratégique. Simplement, on pense que les compétences des experts du groupe de travail ne sont pas les mêmes que celles des décisions stratégiques. Et donc, cette configuration n'aurait pas pu permettre d'être efficace. Et on pense aussi que le comité de pilotage doit être d'une taille suffisamment restreinte pour pouvoir être efficace et se rencontrer régulièrement et avancer rapidement. Et enfin, l'option avait été envisagée d'avoir une assemblée des parties prenantes en charge des décisions stratégiques. Une nouvelle fois, il y avait forcément un risque d'influence au niveau des États et au niveau des différentes parties prenantes si celles-ci étaient en charge des décisions. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis à part dans cet organe consultatif, groupe consultatif des différentes parties prenantes. Voilà les différentes hypothèses étudiées. Ça paraît assez rapide, on a mis du temps forcément à structurer cette gouvernance. Il y en avait beaucoup plus dans le voilà. brouillon, mais il y a eu une présélection qui a été faite. Qui a été faite, oui. Et donc cette gouvernance devrait se lancer là à partir de 2023, à partir de l'année prochaine. Ça, c'est l'exemple du GIEC. Ça, c'est l'exemple du GIEC, oui, tout à fait. Voilà, donc on a essayé de reprendre, on a ici l'exemple du GIEC et ensuite de l'IBES, et on a essayé de voir ce qui pourrait correspondre le mieux aux besoins du projet. Voilà. Est-ce que peut-être... Oui, je le fais, ça. Oui, si tu veux. Comme peut-être un dernier mot qui serait un peu les principales, les recommandations déjà que nous avions faites sur les premières pistes de sujets à traiter en priorité, puis ensuite une remarque un peu plus générale sur la question de la démocratie elle-même. Peut-être un des premiers points sur lequel l'Observatoire pouvait vraiment jouer un rôle, indépendamment même d'ailleurs de ce qu'il allait produire, c'est la question de la diversité des langages théoriques dans l'appréhension des phénomènes autour des rapports entre numérique et démocratie. Parce que ça déjà, même dans le cas du GIEC, où pourtant la physique est là très prégnante,
Même dans le cas du GIEC, les premières séances de travail du GIEC ont dû mettre en place des guides de traduction qui ont finalement abouti à toute une méthodologie d'estimation des incertitudes, sachant que la culture des physiciens, des géographes, autres, n'était pas du tout la même à ce sujet. Et donc, un des premiers, d'ailleurs, travaux vraiment qui ont méthodologique du GIEC important, c'était ça. C'était l'estimation, la réflexion autour de l'estimation des incertitudes. Là, on a un degré supplémentaire de problème, puisqu'on n'est pas seulement sur l'estimation des incertitudes, mais sur la manière même dont on décrit les questions. Sachant que dans certains cas, certains, entre guillemets, langages théoriques, qui vont être ceux de Shoshana Zuboff, celui de Shoshana Zuboff par exemple, vont évoquer un problème structurel global qui est en lien avec des grandes choses un peu abstraites comme le capitalisme. Dans d'autres cas, on va avoir des descriptions qui sont beaucoup plus précises, qui vont mesurer par des études d'impact ou des simulations sur Internet l'effet précis de l'évolution d'un paramètre sur un autre. Dans d'autres cas encore, on va avoir des réflexions philosophiques qui, elles, vont se formuler dans le cadre d'autres concepts encore, comme société de surveillance, gouvernance algorithmique, etc. Comment faire pour que ces différents langages théoriques aient droit de cité ? L'observatoire peut être, les groupes de travail de l'observatoire peuvent être des lieux de rencontre, tout du moins des porteurs de ces différentes approches pour qu'ils apprennent à se parler. Deuxième question, sur la définition même des problèmes, sachant que les recherches elles-mêmes ne sont absolument pas exemptes de biais, vu que les recherches, évidemment, on n'apprend rien à personne, elles sont développées en fonction des financements. Les financements sont essentiellement donnés par les pays riches, et avec une grande concentration sur les États-Unis. Donc, c'est les problèmes et questions rencontrés par les États-Unis qui sont massivement représentés dans la littérature scientifique. Or, ces questions ne sont pas nécessairement les questions pertinentes pour l'ensemble du monde. Et en particulier, on remarque qu'il y a de grandes différences entre pays du Nord et pays du Sud en ce qui concerne les effets plus ou moins nocifs de tel ou tel phénomène. Sachant que dans beaucoup de pays du Sud, on considère que les effets nocifs de type désinformation ou autres ne s'expriment pas de la même manière. Souvent, d'ailleurs, les effets qui vont être mis en exergue dans les études américaines sont, entre guillemets, la contrepartie d'une démocratie qui fonctionne déjà bien par ailleurs, et dans les pays où il y a plus de censure, plus de contrôle, mais les mêmes effets négatifs ne vont pas être observés, et qu'au contraire, le fait qu'il y ait trop de publications en les mettant en avant risque d'être utilisé par les pouvoirs en place pour plus de censure encore. Donc il y a vraiment cette question de la représentativité générale des études, et pour ça, le fait de faire en sorte que les trous dans la raquette, entre guillemets, soient peu à peu comblés. Autre point, le fait que, là encore pour les pays du Sud, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances n'est pas nécessairement produite via les circuits scientifiques classiques. Et donc il faut vraiment faire place aux ONG aussi. Et donc il faut que dans la structure de travail de l'Observatoire, il y ait toute une méthodologie qui permette à des résultats qui ne soient pas simplement sortis du tuyau de la publication en anglais classique, d'être pris en compte, mais tout en assurant de la pertinence et de la solidité de ce qui est discuté. Et là encore, c'est quelque chose ce sont deux questions qui ont été rencontrées et traitées dans le cadre de LibBES. C'est à la fois LibBES pour se créer même, on va dire dans ce qui précédait LibBES, mais qui allait lui donner jour, le début du programme de travail a mis en avant ce qu'on appelle les gap analysis, c'est-à-dire identifier les lacunes dans les recherches internationales. Pour eux, c'était touchant la biodiversité. Et c'est à partir de ces identifications-là qu'ils ont, entre guillemets, fait valoir même la pertinence de créer LibBES stricto sensu. Donc, leur première phase de travail ont en même temps conduit à montrer leur utilité. Et de la même manière, LibBES ensuite a créé toute une procédure pour intégrer, alors de leur côté, ce n'était pas tant les ONG que les savoirs autochtones en matière de diversité. De façon à ce que ces savoirs qui, évidemment, ne passaient pas par les publications classiques en anglais puissent bien être solidement pris en compte dans les différentes discussions. Dernier point, vraiment très très court. Alors, peut-être très brièvement avant ça, il y a évidemment tout un processus aussi à mettre en place, mais on en a déjà parlé sur l'arrivée petit à petit de la transparence. Et autant le cadre général est déjà établi, en tout cas en Europe, en tout cas bien préfiguré par les DSA et le DMA, autant il faut maintenant qu'il se décline en matière de données pour la recherche,
Et là, entre guillemets, indépendamment même de l'existence de l'Observatoire, il y a déjà du travail en cours. Dominique Cardon, je crois, qui est directeur du Media Lab de Sciences Po, a été chargé auprès de la Commission européenne d'une mission à ce sujet. Et en tout cas, ça fait partie des questions qui rentrent aussi dans les premières phases de travail de l'Observatoire. Et enfin, il y en a une qui est plus théorique et plus philosophique, qui est celle de la définition de la démocratie elle-même. Alors, on peut donner des critères de démocratie, et derrière ça, il y a toujours l'idée aussi, qui est plutôt ranciérienne ou autre, qui est que la démocratie, c'est aussi un processus infini qui se traduit par la différence permanente du processus avec les institutions qui l'incarnent. Il y a bien dans l'idée de démocratie quelque chose qui est de l'ordre de l'insaisissable et de la possibilité d'expression du dissensus. Et en même temps, on s'est rendu compte que cette question-là du dissensus, on ne pouvait d'autant moins l'éviter qu'elle faisait partie de ce que la diffusion des réseaux numériques mettait en cause. Et en même temps, c'est évidemment très très difficile de traduire quelque chose comme ça, un peu philosophique, je veux dire, d'un peu déridien rancérien, c'est-à-dire vraiment qui est de l'ordre du processus infini, dans une structure procédurale de gouvernance internationale. Entre guillemets, on a tendance presque, par facilité, à avoir un cadre qui pense la démocratie de manière plutôt habermasienne, parce que le cadre habermasien est extrêmement adapté à la gouvernance internationale, et de facto déjà très influent, au moins pour la gouvernance européenne. Donc, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la latence dans l'appréhension même de la démocratie et faire en sorte que dans un tel dispositif, le côté ouvert, infini de la démocratie comme question soit toujours du moins possible. Ça, nous n'avons pas de réponse là-dessus. C'est un peu sur ça que j'aurais aimé ouvrir à la fin.